Quand on arrive le matin dans des bureaux nickel, les poubelles vidées, les tables nettoyées, et que la vieille odeur de renfermé de la veille a été remplacée par celle d'un spray à la rose, on va pas se mentir, on est content. Mais on ne pense pas à ceux qui, entre 6h et 8h30, ont travaillé comme des acharnés pour rendre cela possible. Et pourquoi on n'y pense pas ? Enfin, pas forcément parce qu'on est égoïste ou méprisant, mais parce que ces gens-là, on ne les voit jamais. Et pour cause, on leur demande de se rendre invisibles, de se faire oublier, de ne pas déranger les honnêtes gens. Et ce constat, cette odieuse violence de classe, Alexandre Bellitti, petit-fils de femme de ménage, la vomit et décide de se battre corps et âme contre elle. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de l'histoire d'Alexandre Bellitti et de son entreprise Clini, une start-up qui veut redonner de la fierté à un métier, celui de femme et d'homme de ménage. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. L'histoire de Clini, c'est avant tout une affaire de famille. Alexandre Bellitti grandit entouré d'entrepreneurs et le goût du risque, il l'a dans le sang. Quand son père lui donne 10 000 € pour lancer un projet, ça lui paraît évident qu'il va entreprendre. Entreprendre, oui, mais dans quoi ? Après une tentative de ralliement à une boîte tech avortée, Alexandre se tourne vers l'entreprise de nettoyage de son oncle en se disant qu'il va optimiser les process grâce à sa formation en école de commerce. Il passe donc 4 mois à apprendre aux côtés de son oncle, qui lui montre tous les rouages de la boîte sans rien lui cacher. Ça ressemble à un rêve, mais ce n'en est pas vraiment un. À cette époque, le père d'Alexandre lui a coupé les vivres et c'est ainsi qu'il se retrouve salarié de la boîte de son oncle, mais salarié de terrain. Il met donc les mains à la pâte de la manière la plus concrète qui soit, avec balai, brosse et éponge. Il nettoie les cages d'escalier et les halls d'immeubles. Alexandre pose un regard bienveillant et admirateur sur cette période. Il a trouvé beaucoup d'entraide et de soutien au sein des équipes de nettoyage, malgré les conditions difficiles du métier. Damien, bon du coup il est 21h. Je vais rentrer me coucher. En plus demain je bosse à 11h loin en banlieue sud donc... Mon Alex, tu voulais te mettre dans ton petit lit douillet ? Courage mon pote, il reste encore toutes les poubelles de l'immeuble à sortir. Ah, je suis con. Et j'y ai cru pourtant à Madame Igra ce matin. Allez, je te suis. Outre le ménage et l'entretien, Alexandre s'occupe aussi du démarchage. Il va voir les prospects au porte-à-porte dans tout Montrouge et le 16e arrondissement. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder ? Ça va pas durer Vous avez un longtemps. très bel appartement. Alors, vous pouvez me faire confiance. Je connais mon métier. Alors, vous avez un très bel appartement de l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Un boulot donc éreintant pour des revenus misérables. À cette époque, Alexandre gagne 600 € par mois, s'est fait virer de chez ses parents et fait du Airbnb dans le studio que son grand-père lui prête à Boulogne. Il a 25 ans et galère pour de vrai. Il fait aussi le tour des boîtes de nettoyage en France pour se faire une idée du marché. Ce qu'il constate, c'est que tout le monde travaille de la même manière selon un schéma qu'il juge arriéré et peu performant. En effet, beaucoup d'entreprises de ce secteur stagnent au même chiffre d'affaires depuis des années, tout en proposant la même chose que leurs concurrents. En plus de ça, Alexandre est taraudé par des questions socio-politiques et les souvenirs de sa grand-mère, femme de ménage, remontent. Pourquoi ces métiers sont si mal payés, si mal considérés ? Pourquoi on traite les femmes et hommes de ménage comme de la merde ? Alexandre décide de lutter contre l'humiliation entretenue par le système à l'encontre des femmes et hommes de ménage. S'il y a bien une phrase qu'il ne supporte pas d'entendre tant elle est répugnante de mépris, c'est celle-ci. Par contre, qu'on soit bien clair, discrétion est le mot d'ordre. À 9h, ils sont tous partis. Les salariés arrivent dans ces eaux-là, donc on veut pas les voir, c'est clair ? Fort de ses expériences sur le terrain et des analyses qu'il a faites du fonctionnement des autres boîtes de ménage, Alexandre s'entretient avec son oncle. J'ai compris énormément de choses au cours de ces 4 derniers mois sur le terrain et à tes côtés. J'ai beaucoup réfléchi aussi et j'ai quelques idées. Ah oui ? Lesquels ?
J'aimerais m'associer à toi, de manière un peu officielle. J'ai plein d'idées pour optimiser les process et créer plus de valeur. En gros, je pense savoir comment nous rendre leaders sur le marché et dynamiter ce secteur qui s'endort clairement sur ses lauriers. Alex, écoute, je suis ravi et touché que tu sois si motivé, mais cette boîte, tu vois, c'est mon bébé. Alors oui, l'optimisation est possible, mais moi, j'ai pas envie de faire une boîte avec des centaines de collaborateurs. Je suis heureux dans ma vie telle qu'elle est. Je veux rester tranquille. Mais attends, on parle pas de centaines de collaborateurs. C'est juste que... Alex, écoute, prends ce que tu as à prendre ici et monte ta boîte. Monte un concurrent et je t'aiderai quand tu en auras besoin. Alexandre se réinstalle donc chez ses parents et monte le siège de sa boîte dans la maison familiale. Mais en tant que parent, assister à la création d'une boîte n'est pas un spectacle très plaisant. Inquiétée et lassée des hauts et des bas de son fils, la mère d'Alexandre lui suggère de prendre définitivement son envol. Et c'est là que son père lui donne 10 000 euros pour se lancer et créer les statuts de la boîte. C'est donc un Alexandre fier et excité qui dépose ses fameux statuts au greffe de Nanterre. Monsieur Belliti, vous êtes officiellement le patron d'Imonette. Merci madame, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Tu veux quoi? Ça y est, j'ai déposé les statuts. C'est qui le patron maintenant? Oh mec, c'est ouf. Bravo, t'es un bête de businessman. Ouais, on se calme. Je suis le boss d'une boîte en carton qui fait même pas 1 euro de chiffre d'affaires, Donc maintenant, il faut rentrer dans le dur. Alexandre tape aux portes des agences immobilières et propose ses services de nettoyage pour les appartements. Et comme c'est le début et qu'il est seul, c'est lui qui va sur le terrain. Son premier contrat lui vient d'une amie de sa mère qui lui permet de faire sa première mission. Il passe littéralement 5 heures dans un appartement dans un état déplorable et nettoie tout de fond en comble pour la modique somme de 128 euros. Mais peu importe, Alexandre est quand même ravi. Il a booké son premier client. Et à partir de là, il enchaîne les prestations. Il fait tout, prend tout et gagne très peu. Il passe sa vie à travailler, se nourrit de pâtes et de thon et vit de quelques locations sur Airbnb. Et puis, il finit par faire une formation en nettoyage à raison de 2 jours par semaine pendant 6 mois. Et c'est là qu'il rencontre Moussa qui, techniquement, a 100 fois plus d'expérience que lui et pratique ce métier depuis 10 ans. Les deux hommes se lient d'amitié et Alexandre embauche Moussa en tant que chef d'équipe. Ce sera son premier salarié à temps plein. Bon bah voilà, bienvenue dans l'équipe Moussa. Tu vas t'occuper de toute la partie opérationnelle du nettoyage. Ouais, je vais nous trouver une bonne team. Avec moi, ça va filer droit. Ça, j'en doute pas. Et moi je vais faire ce à quoi je suis le meilleur, ramener masse de clients. Nous voilà donc en 2014. Plongé dans un tableau Excel, Alexandre fait la liste de tous les syndics de copropriété du 92 et essaie de négocier des contrats de sortie de poubelle, de nettoyage des parties communes et des parties communes d'immeubles. Il n'a pas froid aux yeux et embellit parfois la vérité à propos de ses véritables compétences pour avoir l'occasion de faire ses preuves. Écoutez, il se pourrait qu'on soit intéressé par ce que vous proposez. C'est pour une copropriété de 5 immeubles avec 20 cages d'escalier. Ouais, bien sûr, aucun problème. Oui? Vous êtes familier de ces configurations? Oui, y a pas de souci, j'ai déjà géré ce genre de contrat. Vous savez distribuer le courrier? Alexandre décroche alors des contrats à force de bagou, mais dans cette copro, il vit un véritable enfer. Le courrier arrive par paquet et il doit connaître tous les noms des habitants. Acharné et combatif, il s'en sort et immeuble par immeuble, Alexandre et Moussa finissent par gagner en notoriété. La taille modeste de la structure leur permet d'être très compétitifs sur les tarifs et ils sont tous les deux des bourreaux de travail et tout ça finit par payer. De 2013 à 2014, leur chiffre d'affaires passe de 45 000 à 120 000 euros. Donc les contrats pleuvent et il doit faire face à de nouveaux problèmes. Cette fois, d'ordre administratif et organisationnel. Le recrutement, la bonne gestion des papiers et le management d'un nombre croissant de collaborateurs. Pour faire ses factures, Alexandre tourne sur Excel et Word, ce qui est bien,
mais ça a aussi ses limites. Tous les mois, Alexandre fait ses factures à la main et ça lui prend littéralement 2 jours pleins de travail. Et d'ailleurs, il en parle à son ami d'enfance, Olivier. Sur Excel, je suis une quiche. Dis-toi que je passe des putains de journées à faire des factures. Attends, mais tu rigoles, j'espère. T'es quand même au courant qu'Excel est justement foutu pour automatiser ce genre de tâches? Te marre pas, je me doute qu'il y a moyen d'être plus efficace, mais j'ai aucune idée de comment faire. Je peux m'en occuper sans problème, je vais te montrer comment faire. C'est vrai, tu ferais ça? Bien sûr, Alex, t'es mon pote, je te laisse pas dans la merde. Surtout pour un truc aussi évident. Et ça te dirait d'entrer dans l'équipe? C'est une vraie proposition? Bien sûr que c'est une vraie proposition. Je te propose de prendre en main le back-office, les RH et la finance. Alors, t'en dis quoi? Carrément, je suis trop chaud. 3 dans la team et une quinzaine de personnes sur le terrain, la boîte commence à rouler. En 2015, le chiffre d'affaires s'élève à 340 000 €. 2015 toujours, il nettoie pour la première fois des bureaux de start-up et là, il y a déclic. Contrairement au syndic, Alexandre a l'impression que ses clients et lui parlent la même langue. Tout de suite, il est comme un poisson dans l'eau. Et petit à petit, le nom de la boîte tourne dans le petit monde de la start-up, les contacts sont bien plus fluides et les clients sont de plus en plus nombreux. Imonet, le nom de départ, change alors de nom pour devenir Clini. Beaucoup plus sexy. Assure Alexandre. À partir de 2015, Alexandre et Olivier parviennent à se verser un SMIC. Moussa, quant à lui, décide de quitter la boîte pour monter la sienne et reçoit 10 000 € de la part des 2 associés pour se lancer. Clini se donne pour mission de défoncer le marché en fluidifiant le côté opérationnel du nettoyage, gangréné par un écosystème arriéré. Le but, c'est de valoriser un métier qui est sous-considéré. Mais l'univers des startups n'est pas tout rose, et même si le chiffre d'affaires continue d'augmenter, d'autres problèmes surviennent. Les mois passent et la relation entre Alexandre et son associé se distend. Et tout commence fin 2016, quand Alexandre a pour projet d'amorcer une grosse croissance et de devenir un véritable entrepreneur à succès. Il a besoin d'accélérer. Avec 900 000 € sur le compte de la boîte, Clini investit dans de nouveaux locaux rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, 8e arrondissement. Alexandre recrute son premier conseiller commercial ainsi qu'une directrice des opérations. En 2017, Clini compte une trentaine de salariés et une croissance ultra rapide. Ils finissent même par recruter un CTO, directeur technique, pour leur plateforme digitale. Et grâce à la tech, les opérations et livraisons sont fluidifiées. Mais problème, la boîte grossit sans se structurer. Il manque un directeur financier. Et donc, l'argent à rembourser commence à s'accumuler, ils reçoivent des plaintes de clients et Alexandre passe le plus clair de son temps à compenser les problèmes de cash par des micro-levées de fonds successives. À côté de ça, la croissance est complètement dingue. 4,3 millions de chiffre d'affaires en 2018. Mais côté organisation, c'est toujours le bazar. Rien n'est mesuré, ni le churn client, ni le turnover des employés, les cleaners. Alexandre et son associé décident alors de lever des fonds pour de bon, un gros tour de 6 millions d'euros à l'époque pour regagner du temps et de la sérénité pour structurer l'entreprise. Ils partent en recherche pendant 6 longs mois en 2018. Résultat, les équipes sont livrées à elles-mêmes et ne sont pas autonomes. C'est le bordel cette levée. Tu l'as dit. J'ai réfléchi. Je vais reprendre en main les opérations côté boîte. Hein? Et la levée de fonds, on fait comment? Mais non, seulement sur ce coup-là, il va falloir que tu continues en solo. T'es très bon pour pitcher la boîte, ça va le faire. Alexandre tente pourtant de passer régulièrement au bureau, mais il ne peut pas lutter contre la réalité implacable de la levée de fonds. Il se détache de la vie de la boîte et des équipes. Et puis un jour, Olivier l'appelle. Alex, ça craint un mort là. Quoi? Je viens de mater les comptes. Il nous reste 100 000 balles. Fous-toi de ma gueule. On est dans la merde. Ça va être très chaud pour payer les salaires ce mois-ci. Alexandre est en bout de course. Acculé, il est au bord du burn-out. Angoissé, il se réveille régulièrement en sueur à 4 heures du mat. Finalement, après 200 rendez-vous, il finit par réussir sa levée le 24 décembre 2018.
Mais cette victoire ne vient pas éponger les tensions qui s'accumulent depuis des mois. Alexandre, qui n'arrive toujours pas à gérer l'argent, finit par embaucher un directeur financier, Simon. Simon écope de la pire des missions, celle qui consiste à resserrer la vis et mettre à la porte des salariés. Fini les crédits limités, certains employés sont renvoyés du jour au lendemain pour permettre à la boîte de rester en vie. Les problèmes de trésorerie se règlent enfin. Alexandre souffle. À présent, c'est décidé, fini la fête et l'ambiance à la cool. Le CEO mène une politique d'austérité d'une main de fer. Même si le plus dur est passé, cette tempête a laissé des traces entre lui, son associé et certains membres de l'équipe de direction. Les tensions latentes trouvent leur point culminant avec l'enchaînement des crises. Grève, gilets jaunes et enfin Covid. Les grèves et les manifestations à répétition bloquent les agents. Puis, le Covid frappe. Pourtant, heureuse configuration, le chômage partiel permet à Clini de s'en sortir. Mais c'en est trop pour la directrice commerciale et Olivier qui décide de partir. Olivier est revancé par Alexandre, le laissant seul mettre à bord. Une fin d'association en eau de boudin entre les deux copains d'enfance. La jeunesse, les égos et le stress entrepreneurial auront eu raison de cette amitié. En 2021, Clini enregistre 7,3 millions de chiffre d'affaires et 350 salariés. L'entreprise a retrouvé une solide rentabilité. Demeuré seul sur le navire, conscient de son passé et de ses erreurs, mais toujours déterminé et volontaire, Alexandre est fier d'avoir démontré au monde qu'il est possible de gérer une boîte en étant rentable tout en redorant le blason des invisibles. Valoriser les métiers de la propreté et changer le regard des gens sur eux reste son objectif principal et la ligne de conduite à laquelle il ne démord pas. Pourtant, le chemin est encore long. Et ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.